Alors, bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Donc, je m'appelle Caroline Dehaas, je suis activiste, activiste féministe, activiste écolo, activiste de gauche, activiste. Voilà, vous pouvez me suivre si vous voulez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr commenter la soirée sur les réseaux sociaux. La formation est enregistrée, toutes les caméras et micros sont coupés pour éviter les interférences. Voilà, il y a plusieurs règles dans cette formation. D'abord, on finit à l'heure, donc 21h30 grand maximum. La deuxième règle, c'est que toutes les questions, remarques, critiques, empathiques, bien sûr, sont les bienvenues. Donc, vous pouvez commenter dans le chat, poser des questions. La seule chose qui est interdite, c'est de tenir des propos à connotation sexuelle ou des propos sexistes, homophobes, racistes ou discriminants ou d'injurier des gens. Donc, 100% de bienveillance et de respect. Et puis, vous recevrez, donc je le dis une fois, on me pose beaucoup la question dans les formations, vous recevrez le PowerPoint à l'issue de la formation. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de consulter le replay parce qu'on enregistre cette formation et vous pourrez la revoir si vous le souhaitez. Deux autres règles sur cette formation. Donc, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. D'abord, aucun témoignage individuel. Donc, je vais vous demander de ne pas raconter d'histoire de violence dans le chat, voilà, de manière à se préserver collectivement d'être exposé à des récits de violence. Et puis, aucun récit de violence tout court. Donc, vraiment, je vais vous demander de respecter cette règle. Ça permet de protéger les personnes qui sont potentiellement vulnérables aux récits de violence. Donc, ce n'est pas une formation. Je réponds en même temps aux questions qu'il y a dans le chat, parce que les personnes qui nous regardent en replay ne voient pas forcément les questions du chat. Il n'est pas possible d'avoir des attestations de formation. Ce n'est pas du tout une formation professionnelle, c'est une formation bénévole, donc il n'y a pas d'attestation. Juste pour vous dire un mot avant de commencer la formation à proprement parler. En fait, cette formation, c'est la première d'un projet qui s'appelle 5 idées reçues que j'ai lancé il y a quelques semaines et qui vise en fait à proposer, si je résume vraiment de manière très succincte, des formations courtes comme celle de ce soir, un replay disponible et diffusable à l'issue des formations, des contenus pour aller plus loin. Donc l'idée, c'est qu'à l'issue de cette formation, vous receviez une note avec des livres, des BD, des expos photos, des chansons même, qui permettent d'aller plus loin sur la thématique. Et puis, des visuels à partager pour sensibiliser, mobiliser son entourage. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer un package qui est un peu toujours le même. Ce soir, on va parler de la question du viol. La semaine prochaine, on parlera des fonctionnaires. Il y a aussi des formations qui sont prévues, par exemple, sur la sortie du nucléaire ou sur le rapport du GIEC. Voilà, donc il y a plein de thématiques, le code du travail aussi, il y a plein de thématiques qui vont être abordées. En résumé, donc, c'est des formations courtes, des replays, des contenus pour aller plus loin, des visuels à partager. Vous pouvez partager le replay où vous voulez. Ce sera en open, ce sera disponible sur Internet. L'objectif de ce projet, c'est de faire monter le niveau de conscience dans la société et donc, en faisant monter le niveau de conscience, de faire monter le rapport de force social pour réussir à transformer la société. Il y a 6 formations qui sont prévues en plus de celles de ce soir. Donc, vous les voyez. Je vous enverrai les liens si vous souhaitez vous inscrire. Elles sont évidemment ouvertes à toutes et tous. On a un site internet qui rassemble en fait toutes les dates et qui est mis à jour régulièrement. Voilà, tous les liens que vous avez dans le chat vous seront envoyés à l'issue de la formation. Voilà, donc si vous n'avez pas le temps de les noter, enfin, vous n'êtes pas obligé forcément de les noter tout de suite, vous les aurez à l'issue de la formation. Et si vous regardez cette formation en replay, dans le commentaire du post YouTube ou Facebook, il y a en fait tous les liens et voilà, tous les liens qui sont mis. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour avoir les replays. À partir du moment où vous êtes à cette formation, c'est que vous vous êtes inscrit à la formation, donc vous recevrez les replays. Est-ce que vous avez des questions sur le projet 5 idées reçues avant qu'on commence à proprement parler la formation de ce soir? Je vous laisse me dire si vous avez des questions. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On est 350 connectés. C'est super impressionnant. Pas de questions. Excellente idée. RAS. Est-ce que on me demande si je suis seule sur ce projet? Pour l'instant, oui, mais en même temps, on est déjà 350 ce soir, donc c'est pas mal. Comment il est financé? Il n'y a pas d'argent, c'est juste du temps en fait disponible, donc il est financé sur notre temps bénévole. Il n'y a pas du tout de financement. Qui sont les formateurs et les formatrices? Pour l'instant, c'est que moi, mais on est en train de mettre en place, j'y viendrai à la fin, une équipe de formateurs et de formatrices qu'on va former. Est-ce qu'on cherche des bénévoles? Toujours, oui, bien sûr. Donc ça, je vous dirai à la fin les informations si vous souhaitez vous engager. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.
Et merci pour vos encouragements. Donc, on va ce soir parler du viol. Est-ce qu'il y a des intervenants spécialistes dans les réunions ultérieures? Oui. Par exemple, sur le rapport du GIEC, c'est Camille Etienne, qui est une activiste du climat, qui sera là. Sur le coût du travail, on a une formation sur le coût du travail, c'est Clément Carbonnier, qui est professeur d'économie à Paris 8, qui sera là. Donc, à chaque fois, j'essaie d'avoir des intervenants spécialistes, notamment sur les sujets sur lesquels moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Donc, on commence, 5 idées reçues sur le viol. Alors d'abord, première chose, c'est la première formation. Donc, je vais vous demander particulièrement beaucoup d'empathie et de bienveillance parce que ça se trouve, j'ai trop chargé, il y a trop de trucs et que ça va durer, ça ne durera pas plus qu'1 heure parce que je m'y suis engagée, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Et puis, il y a peut-être des moments où je vais hésiter. Voilà. Donc, c'est la première formation, donc beaucoup d'empathie. Et puis, la deuxième chose que je vais vous demander à l'issue de la formation, c'est de me faire un retour sur ce que vous en avez pensé. Je vais vous envoyer un lien vers un formulaire qui va vous permettre de dire ce que vous avez bien aimé, moins bien aimé, ce que vous pensez qu'il faut améliorer, de manière à faire en sorte qu'on puisse, les fois suivantes, être encore plus efficace et encore mieux s'amuser. On me demande s'il y a une orientation politique particulière. Alors, il n'y a pas une orientation politique dans le sens partisan, c'est-à-dire que ce projet n'a pas vocation à faire la campagne présidentielle pour un candidat ou une candidate. Après, c'est un projet qui est très clairement ancré à gauche. Moi, à titre personnel, j'oscille politiquement sur le fond entre Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon, voilà, pour me situer politiquement. Donc, c'est vraiment un projet de gauche, écologiste, féministe, antiraciste, et qui a vocation à voilà, faire monter le niveau de conscience et le rapport de force pour obtenir des changements radicaux dans la société, que ce soit sur le plan social, sur le plan de l'écologie ou sur le plan de l'égalité des droits. Je fais un petit trigger warning avant qu'on commence. Qu'est-ce que ça veut dire trigger warning? Ça veut dire que c'est un avertissement. On va parler de choses difficiles, on va parler du viol, on va parler de violences sexuelles. Si à un moment dans la formation, vous sentez que ça génère chez vous des émotions difficiles, ça veut peut-être dire qu'il faut couper la formation, il y aura le replay et que vous pourrez la regarder plus tard. Ça veut sans doute dire que vous avez besoin d'un coup de main parce que, par exemple, vous avez été victime et que ça réveille des souvenirs ou vous avez été témoin et que ça réveille des traumas passés. Donc, faites attention à vous. Si vous avez besoin d'aide, je vous remets les numéros de téléphone utiles. Vous les aurez évidemment dans la note qui suit, qui vous sera envoyée. On vous rappellera tous les numéros de téléphone utiles. Sur le programme de la soirée, donc d'abord, on va définir ce qu'est le viol très précisément. Ensuite, on va voir 5 idées reçues, vous les voyez s'afficher à l'écran. Et puis, on recevra tout à l'heure Clémentine Autain qui viendra répondre à quelques questions. Ça vous va comme programme ? Vous pouvez me dire OK si ça vous va dans l'onglet converser. Super, ça tombe bien. J'en ai pas d'alternatif. Je vous remercie de votre enthousiasme. Alors, on commence par la définition du viol. En fait, le viol, il s'inscrit dans un ensemble de violences sexistes ou sexuelles. Souvent, on représente les violences sous une forme de pyramide, puisque à la fois, il y a une question de gravité, mais il y a aussi une question de continuum entre ces violences. En fait, les violences du bas, qui sont considérées comme les moins graves sur le plan de la loi française, soutiennent, de fait, permettent aux violences du dessus d'exister. D'accord ? Et donc, le premier niveau de violence, c'est ce qu'on appelle l'outrage sexiste ou l'agissement sexiste dans le cadre du travail. J'ai pas mis toutes les violences, j'en ai mis que quelques-unes. Le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, la tentative de viol, le viol, les féminicides. Et donc, le viol, c'est une des violences les plus graves qui existent en France. C'est considéré comme un crime. Les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel comme des délits et l'outrage sexiste comme une contravention. Voilà, donc le viol fait partie des faits les plus graves considérés en tout cas dans la loi française, dans les textes. On y verra peut-être dans la soirée. Dans les faits, c'est moins la réalité parce que la justice française pénalise peu et reconnaît peu la réalité du viol. Mais dans le texte en tant que tel de loi, le viol est reconnu comme un crime, donc comme un fait très grave. Alors, la définition du viol, d'abord, à votre avis, dans quel texte on la trouve? J'ai un peu donné la réponse là déjà. Dans quel texte est-ce qu'on trouve, à votre avis, la définition du viol? Dans le code pénal, tout à fait. C'est dans le code pénal. Est-ce que vous connaissez le numéro de l'article? Parce que là, c'était facile. Mais le numéro d'article, c'est plus difficile. Ah, il y a des gens qui connaissent.
Donc, le numéro de l'article, tout à fait, c'est le 222-A23, donc pas 33. Voilà. Le viol est reconnu comme un crime depuis 1980. Il est interdit depuis 1792 en France, donc ça fait très longtemps que le viol est interdit, mais il est reconnu comme un crime dans la loi comme depuis 1980. Donc, c'est l'article 222-23 du Code pénal. Et donc, on va retrouver une définition très précise du viol. Le viol, c'est un acte, à votre avis, de quoi? Comment il est défini dans le Code pénal? C'est un acte de pénétration, tout à fait, de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou, et il y a une nouveauté dans la loi depuis quelques mois, ce n'est plus uniquement le viol, un acte de pénétration. Ça peut être également un acte bucco-génital, d'accord, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence. À votre avis, quel est le deuxième mot qu'on a ici? Contrainte, menace ou surprise. D'accord? C'est la définition du viol telle qu'elle existe dans le Code pénal. Donc, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire que ça peut être un acte de pénétration sexuelle dans le vagin, dans l'anus ou dans la bouche, ou un acte bucco-génital. Donc, un acte bucco-génital, ça va être un cunilingus, par exemple, ou un anulingus. Et il n'y a pas dans la loi, vous avez remarqué, la notion de consentement. La loi française ne considère pas qu'un viol est un acte de pénétration non consenti. Ce n'est pas comme ça que c'est défini. Alors, la définition veut dire la même chose, hein, mais elle prend comme point de départ le comportement de l'auteur. Et on va regarder, quand on est juge, par exemple, on va identifier si l'acte a eu lieu par contrainte, menace, violence ou surprise. Il faut une de ces 4 conditions pour que, juridiquement, sur le plan pénal, le viol soit caractérisé. D'accord ? Alors, quand on parle d'attouchement, en fait, je mets des guillemets à attouchement parce que moi, c'est un terme que j'emploie jamais, parce que je considère que c'est un terme qui va avoir tendance à déqualifier la réalité des choses. Quand on parle des attouchements en général, c'est-à-dire qu'on parle de contact physique sur une partie sexuelle, et ça, c'est défini, c'est une agression sexuelle. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour vous sur la définition du viol ? Juste pour vous dire un mot sur la tentative de viol. La tentative de viol, elle est définie d'une manière assez précise. Il faut que les juges, pour qualifier la tentative de viol, là je parle sur le plan pénal, hein, je ne parle pas en soi en général, je parle pour que ce soit reconnu pénalement, il faut qu'ils puissent montrer que s'il n'y avait pas eu quelque chose indépendamment de la volonté de l'auteur de la violence qui se soit passé, le viol aurait eu lieu. Ça veut dire que, je m'explique, quelqu'un est en train de tenter de violer quelqu'un, et là, il y a une voiture de police qui passe à côté, et donc il s'arrête. Ou alors, il y a un passant ou une passante qui passe et qui l'empêche. Voilà. Donc là, c'est indépendamment de la volonté de l'auteur de la violence. Et là, ça pourra être caractérisé comme une tentative de viol. Alors, sur le site du gouvernement, Alma dit qu'il n'y a pas besoin de violence physique, ça c'est vrai, parce que la surprise, par exemple, ce n'est pas forcément par violence physique. La définition du viol, elle dit que la violence, c'est une des 4 conditions, mais ça peut être une autre façon d'exercer la contrainte que par la violence. Mais par contre, alors, qui disent sur le site du gouvernement, comme vous l'écrivez, Alma, qu'il n'y a pas eu de consentement clair et explicite, c'est vrai, mais ce n'est pas ça que va regarder la justice. D'accord ? Ça permet de qualifier un viol en vrai, c'est vrai, mais la justice, pour le prouver, en tout cas pour le qualifier sur le plan pénal, va devoir montrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Ça n'est pas cumulatif, c'est ou. Voilà. Alors, on va passer à l'idée reçue numéro 1. L'idée reçue numéro 1, c'est « je ne connais personne ayant été victime d'un viol ». Ça, c'est une idée reçue, c'est faux. C'est totalement faux. Alors, comment on le sait? D'abord, est-ce qu'on connaît le nombre exact de femmes victimes de viol en France? La réponse est non. On ne peut pas connaître le nombre exact à une près de nombre de femmes qui ont été victimes de viol en France. Pour ça, il faudrait interroger toutes les femmes et être sûr qu'elles répondent correctement, c'est-à-dire qu'elles caractérisent correctement ce qui leur est arrivé. C'est donc matériellement impossible. Par contre, on a des sondages et des études de victimation. Qu'est-ce que c'est une étude de victimation? Je vous mets la définition dans l'onglet Converser. C'est une étude en fait qui va on va interroger des personnes. Là, c'est des enquêtes qui interrogent beaucoup de gens, plusieurs milliers de personnes, échantillonnées en fonction d'une représentation de la société française et qui vont permettre en fait de savoir le nombre de personnes qui ont été victimes d'infractions. D'accord? Et donc, on a des sondages et des études de victimation. La première étude qu'on a, c'est donc un sondage qui dit que 12% des femmes ont été victimes de viol en France. C'est une étude IFOP de 2018 réalisée par pour la Fondation Jean Jaurès.
Le deuxième chiffre qu'on a, c'est un chiffre là d'une enquête de victimation. C'est donc l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui dit que 94 000 femmes sont victimes chaque année de viol ou de tentatives de viol. Et puis le troisième chiffre, c'est 10% de la population qui a été victime d'inceste en France. Ça, c'est une enquête Ipsos de 2020. Je vous mets le lien d'un article de journal sur cette enquête voilà, qui permet d'avoir l'origine de l'enquête. Donc ces chiffres-là, ils montrent bien que la seule possibilité, mais la seule possibilité pour que vous ne connaissiez personne ayant été victime de viol, c'est qu'en fait, vous ne connaissiez personne du tout. À partir du moment où vous connaissez des gens, statistiquement, le viol est un crime tellement massif en France comme dans tous les pays du monde, vous allez connaître forcément une personne qui a été victime. Vous ne le savez pas forcément, mais par contre, c'est sûr et certain. Voilà. Alors, il y a une exception, hein, c'est que si votre travail, c'est d'être ermite dans une grotte en Alaska, là, peut-être que vous ne connaissez personne ayant été victime de viol. Mais à l'exception de cette occupation, de ce métier, il y a une probabilité extrêmement faible que vous ne connaissiez personne victime de viol. D'accord ? Et si vous connaissez une victime, sachant que dans l'immense majorité des cas, on va le venir juste après, les victimes sont victimes de personnes de leur entourage, vous connaissez sans doute un auteur de viol. D'accord ? Alors, pourquoi je dis un auteur et pas un ou une ? Et bien parce que ce qu'on sait, c'est que dans 97% des cas, dans 97% des viols qui ont été recensés par les forces de l'ordre en 2020, c'était des hommes qui étaient auteurs de violences. Alors ensuite, quand on regarde les victimes de violences, chez les personnes adultes, l'immense majorité sont des femmes. Chez les enfants, les statistiques vont être différentes. Et chez les personnes victimes de viol, l'immense majorité sont des femmes. Il y a 94 000 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol par an en France. Et le nombre d'hommes, je vais vous le retrouver. Je vais vous retrouver le nombre d'hommes victimes de violences et je vais vous le dire, voilà, je l'ai. Donc, le nombre d'hommes qui sont victimes de viol ou de tentative de viol, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous le mettre dans le PowerPoint, comme ça, vous l'aurez en direct. Voilà, hop, voilà. Donc, ça, c'est le chiffre, d'accord, de personnes. C'est les aléas du direct. C'est bon? Vous voyez bien le tableau? Donc là, vous voyez... Ensemble, il y a eu 112 000 personnes qui ont été victimes de viol ou de tentatives de viol, d'accord, dont 94 000 femmes. Donc, c'est l'immense majorité des personnes victimes de viol ou de tentatives de viol qui sont des femmes. Est-ce que c'est clair pour vous là-dessus? OK. Donc, je ne connais personne ayant été victime de viol, c'est faux. Deuxième idée reçue, j'avance parce qu'il est déjà à 50, c'est le plus souvent un inconnu, d'accord? Alors, c'est faux. C'est faux aussi. Alors, il y a une statistique qu'on lit souvent, c'est 90%, dans 90% des cas, la victime connaît l'auteur des violences. En fait, je n'ai pas trouvé la source de cette information, donc je suis allée regarder un peu les autres informations qu'on pouvait avoir. Dans 45% des cas, ce qu'on sait, ça c'est toujours la fameuse enquête de victimation de l'ONDRP, les viols ou tentatives de viol sont le fait d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. D'accord ? Donc, c'est près de la moitié des viols sont des viols conjugaux. Et puis, ce qu'on sait également, c'est qu'en 2018, entre 78 et 88% des femmes ayant répondu à l'enquête qui avait été lancée par l'IFOP disaient qu'elles connaissaient l'auteur, la personne qui avait été violente. On a aussi les statistiques du collectif féministe contre le viol et du 3919 qui montrent que dans une immense majorité des cas, les personnes qui appellent ces numéros connaissent l'auteur des violences. C'est le cas de 83% des gens qui appellent au numéro du CFCV et 74% des personnes qui appellent au 3919. D'accord ? Alors, à votre avis, à qui sert l'idée reçue et fausse que les viols seraient commis le plus souvent par des inconnus, comprenez des étrangers en fait, hein. À votre avis, à qui ça sert? Ça sert pas l'État en priorité. Ça sert surtout, Hélène et Chanty, vous avez raison, à la droite et à l'extrême droite. En fait, ça sert aux personnes qui instrumentalisent ces données-là à des fins racistes. D'accord ? J'ai mis une petite astérix sur le monsieur ici, puisque pour rappeler qu'il est mis en cause pour violence sexuelle. Donc, je vais vous donner un exemple, parmi tant d'autres, de l'instrumentalisation raciste des statistiques sur les violences sexuelles.
en 2015, je pense, non, c'est en 2019, l'ONDRP sort une enquête, une statistique sur les viols commis à Paris en 2013 et 2014. Donc, c'est une enquête très précise sur les viols enregistrés par les forces de police, d'accord, en 2013 et 2014. Et dans cette étude, ils sont allés regarder le profil des auteurs de viols. Et en fait, ce qu'on observe dans cette étude, qui est une étude qui est faite sur un tout petit nombre, hein, c'est à peu près 600 viols qui sont étudiés, et sur ces 600, il y a moins de 400 personnes, auteurs, qui sont identifiés. Donc, c'est vraiment une toute petite portion. Et en fait, de cette étude, qui donc n'est pas du tout représentative de la réalité du viol en France, ce ne sont que les plaintes. On porte plus facilement plainte contre des gens qu'on ne connaît pas que contre quelqu'un de sa famille, et ce ne sont que les personnes qui ont été identifiées parmi les plaintes, et c'est que à Paris, d'accord ? Eh ben, le Front National, le Rassemblement National, va sortir une statistique de cette étude et va s'en servir pour expliquer que les violences sont commises massivement, majoritairement par des étrangers. C'est faux, et malheureusement, ces théories qui visent à instrumentaliser, cette stratégie qui vise à instrumentaliser les violences sexuelles à des fins racistes, elles n'existent pas qu'au Rassemblement National, puisque je rappelle que le gouvernement actuel a aussi participé à alimenter cette idée reçue qu'il y aurait une spécificité et que les violences sexuelles seraient plus commises par des étrangers, ou alors là, en ce qui concerne Marlène Schiappa, que les violences seraient plus graves si elles étaient commises par des étrangers et qu'il faudrait les punir donc doublement, une peine en France et puis une expulsion, double peine. Quand on regarde la réalité des violences, la nationalité des personnes qui sont mises en cause pour des violences sexuelles enregistrées en 2020 en France, on est à 86% de personnes de nationalité française. Donc, c'est le plus souvent un inconnu, c'est faux. C'est le plus souvent un étranger, c'est faux également. L'idée reçue numéro 3, c'est que si c'est son copain ou son mari, ce n'est pas un viol. D'accord ? Oui, Solène, on vous enverra le diaporama par mail. Hein. D'accord ? Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord, ça sert aussi aux auteurs et ça protège le système patriarcal de penser que ce sont les autres. Ça permet que ce sont des étrangers, c'est-à-dire que la personne qui ne correspond pas à ce stéréotype va être moins, on va moins facilement croire la parole des victimes lorsqu'elles vont le dire. D'accord ? Si c'est son copain ou son mari, ce n'est pas un viol, faux. Alors d'abord, à votre avis, de quand date la reconnaissance du viol conjugal en France ? Les années 80, 70 ? Ah ouais, vous êtes hyper optimiste, ça fait bien moins longtemps. Ouais, Camille a la bonne réponse, c'est 1990, d'accord ? Ouais, c'est très récent, hein ? Qui était déjà né ? Moi. Ouais, pas mal de monde, hein ? C'est-à-dire que, en fait, le viol conjugal, quand moi je suis née, n'était pas reconnu. C'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Bon, les gens qui n'étaient pas nés, vous n'avez pas besoin de le dire. C'était pas ça la question. Une violence commise par un conjoint ou un ex-conjoint, en fait, est considérée comme plus grave. Souvent, on a l'impression, ouais, mais c'était pas pareil, c'était son conjoint. Bah ouais, c'est pas pareil, c'est plus grave, en fait. Dans le code pénal, vous vous rappelez l'article du code pénal qui définit le viol ? Est-ce que vous vous rappelez du numéro ? Ouais, le 222-23. Et en fait, le suivant, le 222-24, il va en fait parler des circonstances aggravantes. Alors, il y a une remarque de Guillaume qui a tout à fait raison. En fait, c'est cette reconnaissance en 1990, je vous mets la décision de la Cour de cassation, c'est sur un viol qui avait été commis accompagné d'actes de barbarie. Donc, il avait fallu vraiment que le crime soit extrêmement grave et insoutenable pour qu'il soit caractérisé comme un viol conjugal. À l'époque, voilà, il avait fallu aller très très haut dans le niveau de gravité pour que ce soit reconnu par la loi. Et donc l'article suivant, en fait, il définit les circonstances aggravantes, et dans ces circonstances aggravantes, vous avez en fait un article qui dit que lorsqu'il est commis par le conjoint ou le partenaire du PAX, enfin le PAXé, il est considéré comme plus grave. D'accord ? Donc, si c'est son copain ou son mari, ce n'est pas un viol, c'est faux. C'est un viol aggravé. D'accord ? Le devoir conjugal n'existe pas. Alors, l'idée reçue numéro 4, les personnes qui commettent ce crime sont souvent des monstres, des personnes malades. Ça, je ne sais pas si c'est un argument que vous avez déjà entendu. Alors, si c'est juste un copain, ce n'est pas aggravé. En fait, il va falloir, dans la définition, je reprends, c'est le conjoint ou le concubin. Donc, c'est quand même très, très large hein, comme expression. Ça veut dire que si vous vivez avec cette personne ou si vous avez une relation intime avec cette personne, ça va être considéré comme un viol au sein du couple. D'accord ? Depuis quand c'est une circonstance aggravante ? Je ne sais pas, Marie-Lou, je pourrais me renseigner.
Alors, les personnes qui commettent des viols sont souvent des malades, des monstres. On va employer des termes qui vont psychologiser, voilà, et qui vont rendre le viol en fait comme un acte psychiatrique qui relève de la psychiatrie. On va parler de psychopathe par exemple, d'accord. Donc d'abord, en effet, ça stigmatise gravement les malades qui sont des malades psy et qui par ailleurs sont très souvent beaucoup plus victimes de violences et notamment de violences sexuelles que les personnes qui ne sont pas malades. D'accord. Donc les personnes malades, elles sont souvent plus victimes en fait que auteurs de violences. Alors, sur cette question, d'abord, les viols sont beaucoup trop fréquents pour s'expliquer par la maladie. Il y a un viol toutes les 7 minutes en France. Ça n'est pas possible d'expliquer l'ampleur des viols par la maladie. Par contre, les sources sont assez difficiles à trouver. Donc, pour déconstruire cette idée reçue, j'ai essayé de chercher des sources. Donc, je me suis intéressée à un article qui est dans basta.media où il y a des personnes qui sont citées à plusieurs reprises sur les expertises qui montrent que dans 90% des cas, les psychiatres considèrent que les personnes mises en cause pour des violences sexuelles ne souffrent pas de pathologie psychiatrique. Et on ne dispose pas malheureusement, enfin on dispose, le seul endroit où on dispose d'études précises, c'est sur les morts violentes au sein du couple, donc pas sur les viols, mais sur les féminicides. On a là, par exemple, des statistiques assez précises sur les éléments qui auraient poussé le passage à l'acte. Et on voit que, comme on le sait en fait, c'est la dispute ou la séparation qui va accélérer la gradation de la violence, c'est-à-dire qui va faire qu'il y avait déjà des violences. Les féminicides arrivent extrêmement rarement dans des environnements où il n'y avait pas de violence, mais la violence va monter d'un cran. Et on voit que la maladie de l'auteur, c'est dans une petite partie des cas qu'elle est considérée comme étant déclencheur. D'accord ? On sait aussi qu'une majorité des auteurs de féminicides ne consommaient pas d'alcool et qu'une immense majorité, 87%, ne consommaient pas de drogue. D'accord ? On dispose également de quelques informations sur les auteurs de violences sexuelles. Souvent, quand on parle de gens malades, on pense de gens en marge. En fait, on sait que les auteurs de violences sexuelles, c'est une étude qui a été menée par le collectif féministe contre le viol, sont plutôt des personnes qui sont très bien, je mets des guillemets, intégrées d'un point de vue social et qui font partie de professions, par exemple, très reconnues, voire valorisées sur le plan social. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise cet argument de les violeurs sont des malades ? D'abord, les malades, c'est les autres, d'accord ? C'est souvent comme ça dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire qu'on repousse à ce qu'on considère aux marges de la société les personnes, les violeurs, à travers ce stéréotype. La deuxième chose, c'est que s'ils sont malades, peut-être qu'il suffirait d'un médicament pour traiter le problème et que ça évite de remettre en cause le fonctionnement de la société et le fonctionnement et les rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Et puis, si c'est un problème de malade, ce n'est pas mon problème à moi, parce que moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux rien y faire. Voyez. Et donc, ça va avoir comme conséquence, en fait, de mettre le problème de côté et de considérer que ce n'est pas notre responsabilité. Alors qu'en fait, comme les personnes l'ont dit, c'est vraiment une question, non pas de maladie, mais une question de pouvoir, d'accord, et une question, voilà, c'est ce que dit Valérie Rey-Robert dans un de ses livres, c'est que en fait, si les hommes violent, c'est qu'ils ont le pouvoir de le faire parce qu'on est dans une société dans laquelle on peut encore aujourd'hui violer en toute impunité sans forcément risquer, sans risquer en fait d'être mis en cause. Est-ce que c'est clair là-dessus? D'accord. Alors, l'idée reçue numéro 5, et puis après, je prendrai les questions. Alors, pourquoi les professions médicales sont surreprésentées, dit Benjamin? Alors, d'abord, c'est en effet, quelqu'un fait la remarque, Juliette, c'est sur 300 appels au collectif féministe contre le viol. Voilà, j'ai essayé de trouver des sources. C'est vraiment difficile de trouver des sources sur ce sujet-là. Donc, ce n'est pas représentatif de l'ensemble des viols, loin de là. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a la première profession, c'est là une profession de professionnels de santé, sans doute, en fait, parce que c'est d'abord un lieu d'exercice du pouvoir très important. Il y a d'autres lieux où le pouvoir s'exerce de manière très forte. Ça va être en politique, on pourra en parler tout à l'heure avec Clémentine Autain. Ça peut être aussi à l'université, par exemple. Voilà. Et donc, le savoir médical est très surplombant. Vous savez, quand vous êtes face à un médecin, il ou elle sait et pas vous. Et donc, il y a une dimension de pouvoir très forte. Et puis, il y a un accès au corps, en fait, des individus qui est facilité par la profession. D'accord. Vous pouvez suivre là-dessus. Alors, merci pour les personnes qui corrigent les fautes de frappe en direct. C'est très sympa. Je vais corriger. Vous pouvez suivre sur les questions des violences gynécologiques le collectif de Sonia Biche, Stop VOG, qui est disponible sur les réseaux, enfin qui est présent sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez évidemment les suivre. Ils font un super travail.
Idée reçue numéro 5, il y a beaucoup de fausses accusations. C'est faux. Alors, le problème qu'on a, c'est que cette idée, elle est très, 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 très alimentée par les institutions, voire par les dirigeants politiques. Par exemple, je fais un petit trigger warning parce que je vais vous montrer quelque chose d'assez difficile. Il y a eu une enquête de Laura Touni, qui est journaliste, qui a publié une enquête dans le Nouvel Obs sur la façon dont des policiers parlaient du viol. Et donc, quand elle dit des policiers, c'est apparemment un langage qui est assez fréquent dans le monde judiciaire et dans le monde de la police. Ils parlent de miel quand ils disent qu'on n'est pas très sûr de ce qu'elle raconte. Ouais, un viol, ouais. Miel. Et donc, ça, pour moi, c'est très révélateur de la façon dont, y compris au sein des institutions qui seraient censées protéger les personnes victimes, on va banaliser, déqualifier la réalité des violences sexuelles. D'accord ? Comme si c'était des violences différentes. D'accord ? Et de ce point de vue-là, on a aussi plein d'exemples très, très hauts à la tête de l'État. Ça va être Emmanuel Macron qui, dans son premier discours sur les violences depuis le jour où il a été élu président, son premier discours, il date de novembre 2017 à l'occasion de la Journée mondiale contre les violences. On est un mois après MeToo, c'est-à-dire que le monde entier est en train de vivre une forme de séisme politique et social majeur sur la question des violences sexuelles. Et dans son discours, il prononce 3 fois l'expression risque de délation ou quotidien de la délation. 3 fois. C'est-à-dire qu'il est dans une démarche qui vise à rappeler en permanence, tout en disant la lutte contre les violences, grande cause du quinquennat, etc., mais à toujours rappeler, d'accord, aux femmes victimes que si elles parlent, elles prennent un risque. C'est ça qu'il dit Emmanuel Macron quand il parle de risque d'aliénation. Il dit aux femmes victimes de violences, si vous prenez la parole, vous risquez quelque chose. Et donc, il a continué, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué d'abord en gardant Gérald Darmanin comme ministre, c'est-à-dire qu'il est capable de virer un ministre, François de Rugy, qui est mis en cause pour des notes de frais problématiques et pour avoir diffusé une photo avec un homard, ce qui est un problème. Moi, je ne pense pas qu'il faut garder des ministres qui contreviennent à la loi. Mais par contre, il garde un ministre qui est mis en cause pour viol. Homard, viol. C'est-à-dire que pour lui, le homard, c'est plus grave qu'un viol. Voilà. C'est ça, en fait, la réalité de ce que dit la décision d'Emmanuel Macron sur Gérald Darmanin. Et puis, il a remis encore une fois le couvert avec l'affaire Nicolas Hulot, où il a bien sûr dit qu'il fallait accompagner la libération de la parole, mais nous ne voulons pas d'une société de l'inquisition. Donc, les femmes victimes de violences, si vous parlez, vous êtes du côté de l'inquisition, quoi. Voilà. C'est ça que dit le président de la République. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez Jon Snow. Vous connaissez Jon Snow dans Game of Thrones ? Jon Snow, il dit dans Game of Thrones, donc, qui est une série télé par ailleurs qui est totalement problématique sur le plan, qui pourrait servir de plein d'exemples sur la façon dont on va banaliser le viol dans les séries télévisées. Et Jon Snow, il dit « Tout ce qu'il y a avant le mais n'existe pas ». C'est comme quand vous dites « Ouais, t'es quelqu'un de vachement sympa », mais bon, en fait, vous allez oublier la première partie de la phrase. Là, c'est pareil avec Emmanuel Macron. Non, il faut permettre la libération de la parole, mais voilà. D'accord ? Alors, quand on veut regarder les stats sur les fausses allégations de viol, ce n'est pas simple, parce qu'en fait, en France, il n'y a pas de statistiques là-dessus. Donc, on va s'appuyer sur des statistiques qui sont pour la plupart issues des pays anglo-saxons. Je vous mets je vous mets un lien vers un article de Valérie Ray-Robert qui résume les différents types d'enquêtes qui ont été faites sur ce sujet. Il n'y a pas d'études en France. Les études anglo-saxonnes, elles établissent, en fonction des études, il y en a plein, il y en a eu en Australie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et en fonction des études, on oscille entre 2, la plupart sont entre 3 et 4, voire 5%, et il y en a qui vont jusqu'à 10% de fausses déclarations. La réalité en France, en fait, c'est que massivement, les femmes ne portent pas plainte. D'accord ? Ce n'est pas qu'elles portent plainte de manière abusive. D'accord ? Et quand elles portent plainte, qu'est-ce qui se passe ? Dans l'immense majorité des cas, les plaintes sont classées sans suite. Donc là, vous avez un document qui s'appelle Infostat Justice, qui est très intéressant, qui permet d'avoir toutes les informations sur les décisions du parquet et de l'instruction en matière de violences sexistes et sexuelles et de ce qu'ils appellent à l'époque les atteintes aux mœurs. Donc c'est un document, c'est sur des chiffres de 2016. Et donc, ce qu'on observe, ça serait intéressant de voir la situation qui ressort, une nouvelle note aujourd'hui pour voir si après MeToo, les choses ont changé. On voit qu'aujourd'hui,
en France, en tout cas en 2016 en France, par exemple sur le harcèlement sexuel, plus de 73% des cas, dans 73% des cas, le harcèlement sexuel la plainte a été classée sans suite. Dans les cas de viol, dans 70% des cas, la plainte a été classée sans suite. D'accord ? Alors, il y en a qui disent que c'est démotivant, que ça ne sert à rien de porter plainte. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai décidé que je ne porterai plus jamais plainte pour des faits de violence. Je l'ai fait 2 fois. Ça n'a servi à rien, à part à me faire perdre du temps et de l'argent. Je considère qu'aujourd'hui, et c'est un avis très personnel, la justice est une institution qui n'est pas juste traversée par des dysfonctionnements, mais qui est structurellement contre les femmes, qui est structurellement du côté en fait des violences et du système de patriarcal dans lequel on vit. Et donc je pense que si on veut faire en sorte que les plaintes servent à quelque chose, il faut d'abord non pas réformer, mais il faut transformer radicalement les institutions que sont la police et la justice. Donc, c'est un avis très personnel. Si quelqu'un veut des conseils pour aller porter plainte, je les donne évidemment systématiquement. Je ne décourage pas d'aller porter plainte si vous le souhaitez. Simplement, moi, à titre personnel, j'ai pris cette décision parce que j'en ai marre de perdre du temps avec un système qui, de toute façon, ne sera jamais du côté des femmes victimes. Tout ce que je vous mets dans le chat sera transmis après, donc ne vous inquiétez pas, tous les liens que je vous mets là, vous les aurez au fur et à mesure, vous les aurez dans une note récapitulative à la fin. D'accord ? Voilà sur la question des violences. Si jamais vous êtes amené à porter plainte, sachez qu'il existe un site internet qui recense tous les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, qui sont des personnes qui sont plus formées que leurs collègues sur la question des violences, et donc il vaut mieux aller porter plainte dans des commissariats dans lesquels il y a ces intervenants sociaux, de manière à ce que ce soit eux ou elles qui accueillent votre parole. Donc il y a beaucoup de fausses accusations, c'est faux. D'accord ? Alors, on a quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions ? On est presque 400. Je vais juste envoyer un message à Clémentine. Alors, il y a une question sur la zone grise. Alors, sur la zone grise, je vais vous mettre un lien vers un article que j'avais écrit sur Mediapart qui s'appelle « Les relous n'existent pas ». Parce que souvent, les dragueurs lourds n'existent pas, ce sont des harceleurs. Donc, je vous mets le lien, d'accord, dans l'onglet Converser. Je le remettrai également dans le PowerPoint. En fait, je vous mets déjà les trucs d'après. Lorsque on parle de la zone grise, pour moi, c'est vraiment un moyen en fait d'éviter en fait de parler de la réalité des violences. Lorsqu'on parle de la zone grise, c'est vraiment pour moi en tout cas le moyen de faire croire qu'il y aurait une forme de continuum entre les violences sexuelles et la drague ou le harcèlement. Il n'y a pas de continuum pour moi entre la drague et le harcèlement. C'est pas genre là je te drague de manière un peu appuyée, là je te drague de manière lourde, et puis là, oups, pardon, je me suis mise à te harceler. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une différence de degré entre la drague et le harcèlement. C'est une différence de nature entre deux relations qui sont de nature différente. Et donc, parfois on drague, parfois ça marche, tant mieux, et puis parfois ça marche pas. Comment on appelle ça quand ça marche pas ? Comment vous appelez ça quand ça ne marche pas ? Un vent, une bâche, un gros râteau. Ouais, moi, je dis un gros râteau. Un râteau, d'accord. Bon. Un gros râteau. Est-ce que c'est agréable de se prendre des râteaux ? Est-ce que c'est agréable de se faire ghoster par son crush sur Instagram ? Je pose la question. Non, ce n'est pas agréable. Du tout, du tout, du tout. C'est même horrible. Bon. D'accord ? En fait, c'est la vie de se prendre des râteaux ou d'avoir des relations qui se terminent. Voilà, c'est comme ça. C'est hyper triste. Bon, évidemment, si une relation se termine après 20 ans, parfois on est plus triste que si on se prend un râteau au bout de 5 minutes, c'est la vie. Mais en fait, c'est pas grave, d'accord ? Et ça n'a rien à voir, ça, avec le fait d'être victime de violence. Quand on est dans une relation entre adultes consentants, parfois on se prend un râteau, qu'est-ce qu'on fait ? On ne revient pas à la charge. D'accord ? On respecte le fait que l'autre n'a pas envie. On ne comprend pas, on est quelqu'un de formidable, on est là, on est super dispo et tout ça, on est triste. Bon. Mais on comprend que l'autre n'a pas envie. On respecte le non-consentement ou l'absence de consentement de l'autre.
La violence, ça n'a rien à voir. La violence, c'est en fait d'exercer un pouvoir sur l'autre. Ça n'a absolument rien à voir avec la séduction, avec la drague. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de respecter l'autre, à aucun moment. D'accord? Alors, je ne vois pas toutes les questions. Alors, il y a quelqu'un qui pose quel est l'intérêt pour les violeurs de violer. Il n'y a pas d'intérêt, en fait, pour les violeurs de violer. Il y a simplement la possibilité, en fait, de le faire. La possibilité de le faire, tout simplement. Alors, Clémentine est là. Clémentine, bonsoir. Je t'envoie une demande de démarrer la vidéo et de réactiver ton son. Normalement, tu vas pouvoir le faire. Bonsoir. Bonsoir, ça marche. Ouais. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Tu es députée La France Insoumise, donc en campagne, j'imagine. Ouais. Olfactif, j'ai vu ça récemment. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour être avec nous. Alors, déjà, j'ai une première question. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2011, on était toutes les deux à côté du Centre Pompidou dans une toute petite manif, mais qui à l'époque nous paraissait énorme, suite à la mise en cause de Dominique Strauss-Kahn pour des faits de viol. Quelques années auparavant, tu avais fondé l'association Mixité. Quand tu regardes tout ce qui s'est passé ces dernières années, est-ce que toi, tu es optimiste sur la question des violences? Oui, oui, je suis. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un fait générationnel parce que moi, quand j'ai commencé à militer et à me dire féministe, ça remonte, hein, c'était un mot qui était vraiment qui interrogeait, même dans les soirées avec les copains, on me regardait avec des yeux incroyables. Ah bon, mais et les femmes répondaient souvent, moi, je suis pas féministe, je suis féminine. Ça avait une dimension vraiment subversive et on se sentait largement minoritaire dans la société. Et c'est vrai que la vague MeToo, qui a commencé un peu avant je ne sais pas comment dire, mais l'acmé, pour moi, c'est un vent de bonheur, quoi, de joie de voir les jeunes générations, les femmes entre 20 et 30, qui s'approprient le terme, qui ont des colères saines, qui réalisent le monde qui les entoure. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, ce qui me rend optimiste, c'est le mouvement de la société qui, en profondeur, change véritablement le rapport à l'ordre des sexes avec une contestation qui est de masse. Et ça, c'est une vague, hein, mais c'est une vague qui est une grosse, grosse vague, qui est une déferlante, et en plus, elle est planétaire. Et c'est ça aussi qui me rend optimiste, c'est-à-dire que il y a vraiment une jonction. On est un peu sorti de l'idée que chez nous, tout irait bien et puis c'est ailleurs finalement que c'est l'enfer. On se rend compte d'un continuum de violence. Alors évidemment, je préfère être en France qu'en Arabie Saoudite, mais on comprend qu'il y a bien un système d'oppression qui a sa cohérence et qui peut être plus ou moins intense, mais dont il faut attraper le cœur en fait, hein, la mécanique. Donc c'est très, très, très joyeux. Et puis ce qui me rend optimiste sur les violences, c'est que tu as fait référence à l'affaire des SK, qui a été quand même un déclencheur incroyable. Et là, je me souviens aussi de ma réaction parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la nausée. Alors, peut-être certaines ou certains qui nous écoutent n'ont pas vécu ce moment, mais il fallait voir les chaînes d'infos en continu quand l'affaire est sortie. Et en continu, il y avait cette Nafissatou Diallo dont maintenant, je pense, tout le monde connaît le nom, mais qui à ce moment-là n'existait pas. Et on avait des hommes politiques qui défilaient les uns après les autres ou des commentateurs pour expliquer que Dominique Strauss-Kahn était un homme si important avec de si grands diplômes qu'il ne pouvait pas avoir commis un viol. Ça n'était pas possible. Et cette femme de chambre n'avait pas de nom, n'existait pas, sa parole était totalement balayée. Et je me souviens encore parce que j'ai déposé mon fils chez la nounou et puis j'ai marché dans la rue et il y a comme une nausée qui est arrivée et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'AFP et je me suis voilà, lâché vraiment ce que j'avais sur le cœur. Et en fait, la dépêche est partie comme un truc un peu étrange. Et pendant assez longtemps après, les gens dans la rue, dans le métro, me disaient rien d'autre que merci.
C'était assez drôle, c'est-à-dire que les gens, ils passaient, ils me regardaient, ils me disaient merci. Et c'est une parole qui ensuite a germé, mais sur le coup, c'était aussi pas du tout normal de dire ça. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que ça a changé de camp. C'est plutôt ceux qui prendraient la défense de quelqu'un qui est mis en accusation qui apparaîtraient complètement timbrés. Donc il y a un avant et un après la vague MeToo. Et de la même manière, quand nous avions fait un appel suite au documentaire que j'ose vous recommander, Viol, elle se manifeste, puisqu'on était à l'époque, j'ai un trou, je crois qu'on était 7 femmes à témoigner sur le viol qu'on avait subi, et c'est un documentaire qui était passé sur France 2, et en fait la chaîne avait été débordée par les messages, donc ce qui était déjà précurseur, c'est-à-dire qu'on avait eu rendez-vous avec France 2 et ils nous avaient dit, écoutez, on n'a jamais vu ça, le serveur est saturé. C'est une folie, les femmes parlent, et il faut qu'on fasse quelque chose de cette parole. Et donc ensuite, on avait eu l'idée de faire un manifeste, le manifeste des 313 femmes qui disent publiquement avoir été victimes de viol. Donc, ils peuvent mettre un prénom, un nom et dire « j'ai été violée », ce qui aujourd'hui paraît pas complètement dingue. Et ben, à l'époque, c'était très, très dur et j'avais appelé beaucoup de personnalités connues et beaucoup de femmes, des femmes politiques, des comédiennes, des chanteuses qui m'ont dit j'ai été victime de viol, mais je ne peux pas le dire. Ça a été pour moi très douloureux parce que je me suis rendu compte à quel point, à ce moment-là, en tout cas, ce n'était pas mûr du tout. Et autour de moi, les gens étaient très inquiets, en fait, de cette exposition. Je me souviens d'une femme politique de gauche qui m'a dit « Non, moi, tu comprends, je ne le dis pas parce que si je dis ça, après, je vais être vue comme victime pour toujours. » Et en gros, je ne pourrais pas faire carrière si je suis vue comme une victime. J'avais des réponses qui m'avaient énormément choquée à l'époque et qui disaient en fait l'air du temps. Je ne leur en veux pas. Je leur en veux pas parce que je pense qu'à ce moment-là, voilà, peut-être c'était pas tout à fait mieux. Donc, on avait fait ce manifeste, mais c'était difficile. Alors après, quand j'ai vu toutes ces femmes publiques, ces comédiennes, c'est dans tous les secteurs, et encore aujourd'hui, ça n'arrête pas, des femmes qui osent parler. C'est pour moi une immense émotion et surtout un espoir formidable parce que je pense que déjà dans la libération de la parole, on a un début de solution parce que c'est le fait d'avoir honte, le fait de rester dans le silence est une violence. On a été violé, mais ce qui est encore, enfin, je ne sais pas si c'est encore plus, mais moi, je me souviens quand j'ai été victime de viol, en fait, il y avait le viol, bien sûr, que j'avais subi, qui était en soi très, très violent, mais ce que je ne supportais pas, c'est d'être enfermée dans l'image de la femme violée, c'est-à-dire souillée, honteuse, qui serait marquée à vie par ça, comme si ça allait me définir. J'adore la phrase de Virginie Despentes qui d'ailleurs explique que c'est à la fois ce qui l'a violenté, je ne sais plus ses mots exacts, et ce qui la constitue, c'est-à-dire c'est à la fois quelque chose qu'on lui a fait et qui la violente et quelque chose qui la constitue. Enfin bref, donc je voulais sortir de cette image-là et en même temps j'ai vu, j'avais 24 ans à l'époque quand j'ai été violée, à quel point cette image colle à la peau. Oui. Et là, ce qu'on est en train de faire… L'appel dont tu parles, moi Oui. j'avais hésité à le signer, je l'avais signé et c'était en 2011 ou 2010. Un peu après, 12. 2012. C'était en 2012. Et en 2016, quand il y a eu la pétition sur la loi travail, le premier article sur la pétition, il dit Caroline Dehaze, qui avait signé en 2012 le manifeste disant qu'elle avait été victime de viol. On parlait d'une pétition sur une loi du gouvernement. Enfin, ça n'avait rien à voir. Tu vois. Déjà, je l'ai vraiment, tu vois, ce que tu dis sur… Donc, c'était pas si irrationnel. Ouais, c'était pas si irrationnel que ça de la part des femmes victimes à l'époque de dire si je signe, en fait, ça va être marqué parce que c'est vrai que ça reste en fait. Et moi, c'est souvent ce que je dis aussi aux personnes au travail qui disent mais je ne comprends pas pourquoi les femmes victimes ne viennent pas parler. Je dis mais en fait, à partir du moment où elles ont parlé, elles ont le tampon. Et donc certes, on est triste de ça, mais c'est la réalité de la société dans laquelle on vit et ça pèse, quoi. Et il y a cet autre phénomène aussi, c'est que ce qu'on me disait moi en politique, c'est « Ah, mais vous parlez de votre intimité ». Alors, j'ai toujours répondu « Non, mais excusez-moi, je ne parle pas de mon intimité. Là, je suis en train de vous parler de la violation de mon intimité, ce qui est quand même pas du tout la même chose. » Et par ailleurs, en plus, moi, ça avait été jugé dans un tribunal.
Donc, en plus, c'est un fait donc passible, c'est un crime, etc. Donc, je leur disais toujours, alors donc, je suis cambriolée, je suis victime d'un attentat, je suis agressée en bas de chez moi, on m'attrape mon sac à main, il n'y a pas de problème. Je peux aller sur tous les plateaux, expliquer ce que j'ai vécu et ce n'est pas un problème. Mais là, si je parle de viol, alors il faut que je sois floutée, alors je n'ai plus de nom, alors, et alors je raconterai ma vie privée. Non, on peut aussi raconter sa vie privée et c'est digne. Beaucoup de femmes l'ont fait, de raconter ce qu'elles ont subi, ce qu'elles ont. Voilà, cette intimité du vécu, c'est pas moi ce que j'ai fait. J'ai jamais raconté ce que j'avais ressenti et ce que j'avais vécu. J'aurais pu faire. Hein, j'ai fait ce choix-là de rester dans quelque chose de très politique. Mais même en restant dans quelque chose de très politique, j'étais sans cesse renvoyée. Vous dévoilez votre vie privée, votre vie intime, ce qui est quand même… voilà. Donc, je suis optimiste, en effet, sur ça. Après, j'ai plein de raisons Et d'être alors, pessimiste, mais je ouais, suis sûre sur qu'on va y… et alors, tu es optimiste, mais quand tu regardes ce qui s'est passé depuis 5 ans, parce que tu étais à l'Assemblée nationale depuis 5 ans, voilà, j'ai beaucoup d'admiration d'avoir tenu pendant 5 ans dans cet hémicycle un peu désarçonnant parfois, pour dire les choses poliment. Est-ce que toi, en quelques mots, tu dresses quel bilan de ce fameux quinquennat de la grande cause nationale? Alors là, c'est là où je deviens pessimiste et surtout très, très en colère parce que ça aurait pu commencer, enfin, ça a commencé avec des tintamarres puisque la lutte contre les violences faites aux femmes était la grande cause du quinquennat, n'est-ce pas? Donc, on allait voir ce qu'on allait voir et on n'a rien vu. Alors, Marlène Schiappa a pour elle, surtout au début, je pense que maintenant, ça c'est quand même bien écorné, mais au début, elle avait pour elle de parler la langue féministe. C'est-à-dire que quand même, dans les propos, la communication, elle arrivait à dire des choses qui n'étaient pas complètement déconnantes d'un point de vue féministe. Donc, ça a joué en faveur du gouvernement. Et elle a réussi à cacher la misère un peu. Il faut se rendre compte de ça. Et puis, on allait voir la grande loi. La grande loi du quinquennat qui a eu lieu, qui a été soumise la première année, à la fin de la première année du quinquennat. Et là, ça a été pour moi l'immense douche froide parce qu'on attendait une loi cadre, un peu sur le modèle au moins de ce qui s'est fait en Espagne il y a belle lurette quand même, donc on n'était pas en avance. Et on a une loi avec 4 misérables articles, je n'ai pas d'autre mot, 4 misérables articles et aucun budget afférent. Et c'était ça censé être la grande loi, et ça a été d'ailleurs un tel fiasco dans le débat parlementaire parce qu'on est plusieurs à avoir quand même mis la misère au texte, qui était d'une très grande faiblesse. En gros, il y avait 4 articles, mais il y avait 2 points qui ont été particulièrement débattus, qui étaient la question du seuil de non-consentement, mais où en fait, Schiappa n'était pas d'accord avec Belloubet, donc ça a été tout un cirque, puis bon, ils nous ont un peu noyé le poisson. Et puis, cette grande affaire qui était celle d'aller mettre des amendes dans la rue pour les hommes qui harcèleraient dans la rue. Bon, alors avec ça, excusez-moi, mais ça fait vraiment pas du tout la maille. Donc ça, c'est la grande déception. Et ensuite, tu sais mieux que moi, Caroline, pour avoir mené le combat dans la rue et avec d'ailleurs un succès où là aussi, quand nous, on se souvient des manifs qu'on avait avant et de la taille des manifs où, comme tu disais, on était 300, on avait l'impression d'avoir une grande réussite féministe dans la rue et que là, on a vu des hordes de gens venir réclamer le milliard. C'est vrai que c'était quand même assez incroyable. Et donc, ce fameux milliard qu'on a réclamé, que je pense qu'on leur a dit je ne sais combien de fois depuis 4 ans et demi, on leur remet, on n'en a pas du tout vu la couleur, et on a un budget dédié aux droits des femmes qui est infinitésimal, je le dis en règle générale, mais c'est quelque chose de l'ordre, j'ai oublié le chiffre, je n'ai pas pris mes chiffres, mais c'est 0,00 1 ou 2%. Donc, c'est vraiment rien du budget de l'État. Et donc, l'effort n'a pas du tout été fait pour mettre les moyens. Or, moi, je pense que si on veut sérieusement lutter contre les violences faites aux femmes, il y a peut-être des points législatifs à modifier. Je veux bien dans le détail qu'on regarde. Et la vérité des prix, c'est que l'essentiel de l'arsenal répressif, en tout cas, il est dans la loi. La loi est fortement punitive. Le viol est reconnu comme un crime. Enfin, je veux dire, en réalité, c'est
C'est très, très fort ce qu'il y a dans la loi. Le problème, c'est la mise en application. Et pour qu'il y ait une mise en application, il faut que les femmes puissent parler, il faut donc des campagnes de sensibilisation, il faut que les personnes qui peuvent recueillir la parole puissent tout simplement écouter et prendre cette parole. On a combien de témoignages encore dans les commissariats de police où on dit « Merci madame, c'est très gentil, rentrez chez vous » ou alors « Vous ne voulez pas juste faire une petite main courante » ou alors des calendriers de nana nue derrière, pas de possibilité de déposer plainte devant une femme, enfin j'en passe. Et, voilà, et des remarques, on en a tous vues, hein, tous entendues, voire vécues. Moi, je peux témoigner pour mon cas. C'est un homme qui a pris ma plainte, je n'ai pas eu le choix entre un homme et une femme. Et le type, à un moment donné, il était tellement scotché, c'était un jeune commissaire, et il m'a demandé si on pouvait s'arrêter parce que c'était trop dur pour lui, il voulait fumer une cigarette. Alors, c'est assez mignon. Le type était touché, mais en même temps, on se dit, franchement, ils ne sont pas formés, parce que si un policier ne peut pas tenir le temps d'une plainte, d'un dépôt de plainte, c'est quand même un vrai problème. Bon, ça, c'est un exemple, j'ai envie de dire, mignon. Il y a Cindy dans le chat qui dit qu'il faut former tout le monde de la maternelle, dès la maternelle. Ah oui, j'allais y venir. Là, j'étais sur ça. J'allais bien sûr et bien. Bon, ouais, pareil pour Clémentine, il est 21h27 et on Ah est oui, alors je suis trop bavarde. engagé fermement à finir à 21h30. Ouais, non, je suis trop Donc on va bavarde. s'arrêter là, mais j'ai mis sur le chat et je renverrai à tout le monde les liens pour te suivre sur les réseaux sociaux, pour suivre les batailles et notamment les batailles des semaines qui viennent. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Clémentine sur les réseaux sociaux pour la suivre dans tous ses combats. Un grand merci d'être venu avec nous ce soir. Merci à toi et de ton initiative. Ouais, merci beaucoup. Et puis, voilà, si vous voulez vous engager auprès de Clémentine, vous lui envoyez un message sur les réseaux sociaux et elle vous recrutera sans problème. Merci À bientôt. beaucoup. En tout Bonne cas, à soirée. très bientôt. Merci. Il nous reste donc 2 minutes avant la fin de cette soirée. J'ai plusieurs informations à vous donner. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je vais vous demander votre avis sur la formation. Donc, je vous mets le lien dans l'onglet « Converser ». Il va être assez vite noyé par tous vos messages, mais je le remettrai de temps en temps. Le replay et la note pour aller plus loin vous seront envoyés dès demain, pardon, pas ce soir. Vous aurez des visuels à partager et puis vous aurez les autres formations. Dans les éléments pour aller plus loin, un des principes de 5 idées reçues, c'est de toujours vous proposer des choses un peu diverses. Donc, on va vous proposer un livre, un podcast, une expo photo. Il y aura toujours des expos photos dans ce que je vous enverrai, une BD et puis une chanson d'Anne Sylvestre sur la thématique. Voilà, l'idée, c'est aussi de vous proposer des contenus un peu variés. Je vous rappelle qu'il y a 6 formations qui sont prévues. N'hésitez pas à vous inscrire. Un site internet et puis aussi un groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, il sert si vous voulez recevoir des informations un peu plus régulièrement que les informations par mail. Donc, par mail, j'envoie à peu près 3 mails par mois, grand max, peut-être grand max 4 par mois. Sur le groupe WhatsApp, il y aura un message tous les 2 ou 3 jours. Donc, je vous remets les liens dans l'onglet « Converser ». N'hésitez pas évidemment à les rejoindre. Si vous regardez cette formation en replay, tous les liens sont dans le commentaire de la vidéo. Voilà, je vous envoie tout ça par mail également, bien sûr, comme ça a été demandé. Un immense merci à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était la première. Donc, voilà, est-ce que le format était trop court, trop long? Est-ce qu'il y avait trop d'infos ou pas assez? Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, merci aux personnes qui m'ont aidé à la préparer. Et notamment, il y a eu 3-4 personnes volontaires qui ont relu le PowerPoint. Donc, merci à elles et eux. Bonne soirée tout le monde. Un grand merci pour cette soirée. Vous pouvez vous déconnecter. Merci beaucoup à tout le monde. Et je vous mets pour partir la chanson d'Anne Sylvestre. Merci tout le monde. Merci pour vos messages. Je vous remets les liens. Bonne soirée tout le monde. Merci.